Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble comme tous les jours à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 5 mai. Est-ce un avant-goût des perturbations que tous les Français pourraient connaître le week-end prochain? Le trafic des RER, des Transiliens, mais aussi les TER étaient fortement perturbés aujourd'hui en Ile-de-France, dans le Nord ou encore en Normandie. Et comme souvent, cette grève SNCF remet au cœur de l'actualité politique la question du service garanti. Faut-il changer la loi, limiter le droit de grève dans les transports? On en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette multiplication de témoignages de violences physiques et sexuelles subies par des élèves de l'enseignement privé catholique. Il y a combien d'établissements encore comme ça en France aujourd'hui? Combien? Et là, ça pleut, on le redit, c'est pour ça qu'on a pris Bétarame, Notre-Dame-de-Garaison, on parle du collège Saint-Pierre qui est en Bretagne, de Stanislas quand même sur Paris, on sait qu'il y a eu quand même quelques petites affaires, il y avait eu un envoyé spécial sympa il n'y a pas très longtemps, et en fait on a tendance systématiquement à oublier qu'on arrête un peu ce déni collectif. Le scandale de Bétarame a libéré la parole. Jusqu'où iront ces révélations? Dans combien d'établissements peut-on parler de violence systémique? Un renforcement des contrôles des écoles privées sous contrat aurait-il permis d'arrêter les adultes violents et violeurs? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les raisons de la grève qui frappe la SNCF et ses clients, détaillées par Fabien Recker. Gare d'Austerlitz, à Paris ce matin, une cinquantaine de cheminots réunis à l'appel de la CGT. Ce sera à nous d'aller chercher par nous-mêmes les augmentations de salaire que nous réclamons à corps et à cri et qui sont légitimes. On ne lâchera pas l'affaire. Merci à vous, chers collègues. Porté par la CGT Cheminots et Sudrail, le mouvement social veut une hausse des rémunérations, notamment des primes, ce que refuse la direction de l'entreprise, alors qu'elle vient d'accorder 2,2% d'augmentation en moyenne aux cheminots cette année. La direction balaye d'un revers de main nos revendications. Donc ça fait des mois qu'on prévient, on a posé les alarmes sociales qu'il fallait. Aujourd'hui, on en arrive au conflit social parce que la direction a fermé la porte à toute négociation sur la base de nos revendications. Suivie dans plusieurs régions, la grève a fortement perturbé le trafic dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France lundi, avec seulement un train sur 2 sur certaines lignes RER et Transilien. Pour les TGV, la SNCF prévoit une circulation presque normale pendant le pont du 8 mai. Le gouvernement dénonce quand même une prise d'otage des Français. On a aujourd'hui des familles qui se demandent si oui ou non leurs enfants pourront rejoindre leurs grands-parents. Et le sens des responsabilités, je pense que c'est pas, désolé, mais d'emmerder les Français matin, midi et soir. Madame Aurore Bergé a d'une façon générale un problème avec le droit de grève, peut-être même avec les libertés syndicales. Mais quand le dialogue social est en panne, parfois, effectivement, pour se faire entendre, il n'y a que cette solution. Tandis que les syndicats engagent le rapport de force, un collectif de contrôleurs s'apprête à rejoindre le mouvement. Il appelle les contrôleurs à une mobilisation pour le week-end prolongé du 8 mai. Faut-il limiter le droit de grève dans les transports publics? On en débat avec Olivier Henno. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste du Nord et vice-président de la commission des affaires sociales ici au Sénat. Leïla de Comarmont, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste au service France en charge des syndicats et de la fonction publique chez nos confrères des Échos. Jean-Marie Pernaut, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Chercheur en sciences politiques et sociales, Institut de recherche économique et sociale et au Centre d'histoire sociale et auteur de ce livre, Le syndicalisme d'après. C'est aux éditions du Retour. Et j'accueille également Mickaël Darmon. Bonsoir Mickaël, éditorialiste politique. Question très générale, Olivier Henno, pour lancer le débat. Que vous inspire cette grève, cette nouvelle grève, diront certains, à la SNCF? On est toujours un peu troublé, puisque ça arrive à un moment intense, un moment où il y a des gens qui partent en week-end, et donc ça impacte la vie quotidienne. C'est nuisible pour l'image du train. Or, le train a un rôle majeur à jouer, ne serait-ce qu'en termes de transition écologique. Ça pose la question de la crédibilité, de la fiabilité, et notamment par rapport à la concurrence vis-à-vis de la route. Alors même quand on est attaché au droit de grève, on s'interroge sur la question, non pas de l'encadrement, parce que j'aime pas ce terme, mais d'être à la recherche
d'une forme de régulation, parce que dans le modèle rhénan, moi je suis assez attaché au paritarisme, au dialogue social, normalement le droit de grève, il existe, mais c'est une forme de dissuasion. Il n'est pas utilisé systématiquement. Oui. Là, on est plutôt dans un modèle marxiste où il est utilisé pour établir un rapport de force. Bon, ça lance bien le débat. Rhénan ou marxiste, je suis sûr qu'on va pouvoir en discuter sur ce plateau. C'est la question pour laquelle on est à la recherche d'une forme de régulation. Ouais. Voilà. Peut-être un point d'actualité, Leïla de Comarmont, je l'ai dit dans les titres, il y a déjà aujourd'hui pas mal de difficultés en Ile-de-France, dans le Nord, en Normandie. C'est les 3 régions ou départements où il y a le plus d'impact pour ce lundi. Est-ce que ça augure forcément d'un week-end du 8 mai très compliqué? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? J'ai lu que le président de SNCF Voyageurs essayait de rassurer. En fait, le service garanti ne permet pas de savoir exactement comment ça va se passer. Cela dit, un point sera très intéressant parce qu'évidemment, en fonction de la participation aujourd'hui, c'est aussi déterminant pour la suite. Quand Aurore Berger dit que des parents ne savent pas s'ils pourront envoyer leurs enfants en vacances chez leurs grands-parents, si, aujourd'hui, ils savent, puisqu'il y a une obligation de préavis. Le sujet, il est plutôt pour le retour. Maintenant, moi, ce que je trouve important à souligner, c'est que par rapport au modèle que vous suggériez, marxiste ou rhénan, la réalité, c'est que ce mouvement, il a été initié par un collectif hors des syndicats. Et c'est peut-être là le vrai sujet. On peut réglementer ce qu'on veut. On se retrouve dans un phénomène qui n'est pas forcément maîtrisé par les corps intermédiaires, qui sont venus prendre le relais, Sud en déposant le préavis, la CGT en agrégeant et en essayant d'élargir un peu le mouvement, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est une corporation de la SNCF, ce sont les chefs de bord, contrôleurs, qui se sont mobilisés pour leurs avantages. Et y compris dans l'entreprise, moi je m'interroge sur les conséquences d'un tel conflit, sur la cohésion de l'entreprise. C'est pas forcément accepté ou positivement par toutes les catégories de cheminots ou de salariés de la SNCF. Okay. Y compris dans les syndicats. Ouais, alors on y reviendra là-dessus parce que finalement c'est une dimension importante aussi de ce débat. Jean-Marie Pernaut, est-ce qu'il y a une sorte de culture de la grève à la SNCF et alors là, je mets tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire comme une incapacité à la fois du patronat de la SNCF et des syndicats à tomber d'accord autrement que sans passer par un bras de fer et par une grève. Alors vous avez raison de mettre un peu dans la même logique la partie employeur et la partie salarié, parce que très souvent dans les cultures d'entreprise, il y a souvent une mise en regard. C'est-à-dire que les syndicats qui pilote qui, quoi. C'est souvent, quand même, les cultures, comme vous dites, sont un peu en regard là-dessus. Alors, la SNCF, le problème, c'est qu'il y a 2 problèmes. C'est un ensemble extrêmement complexe qui entremêle des métiers très différents. Leïla de Comarmont a évoqué ce qui pose question. D'ailleurs, lorsqu'un métier prend la tête d'un mouvement, comment ça s'articule avec d'autres? Est-ce que c'est avec l'aval d'autres catégories ou comment c'est vu? C'est assez et même sur la façon dont l'opinion publique peut réagir face à un mouvement comme ça. Et c'est une entreprise qui a été profondément déstabilisée depuis 30 ou 40 ans. C'était le service public du rail. Aujourd'hui, c'est une SA. Elle est passée par le statut d'EPIC, elle est devenue société anonyme, elle a des filiales. On voit bien aujourd'hui le mouvement concernait assez peu les grandes lignes. C'était surtout le transport de voyageurs périurbains, qui était l'Intercité, etc. Enfin, plutôt les Francilien, TER, etc. Tout ce qui est TER. Donc, après, ce qui prend le relais pour le week-end du 8 mai, la question, c'est le TGV. C'est tout le monde pense, tous ceux qui peuvent partir pensent à leur week-end. Voilà, et tout le monde... et en fait, on ne sait pas très bien comment tout ça va s'articuler. Alors que cette maison ait des difficultés parce qu'il n'y a pas d'année sans grève social, à la SNCF. C'est vrai, mais si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'on a le même problème ailleurs. Contrairement à certaines idées reçues, la Deutsche Bahn a les mêmes problèmes en ce moment. Des grèves de conducteurs. Là, les conducteurs aussi sont un peu dans le conflit. C'est vrai que c'est porté surtout par les contrôleurs, mais les conducteurs sont dans le conflit. Avec ces tiraillements aussi, en Angleterre, c'est pareil. Et le mouvement est très tiré par les conducteurs également. Donc, toutes ces entreprises ferroviaires qui sont passées d'un statut de service public et à qui, des entreprises intègrent des notions de privé et sont en concurrence. Voilà, avec des mises en concurrence,
vacances sur des lignes, avec une certaine déstabilisation du rapport de service public. Je pense que ça dessine quand même un contexte dans lequel tout le monde cherche un peu ses marques. Alors justement, je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu en arrière, parce qu'avant les Jeux Olympiques, il y avait quand même eu, les cheminots avaient obtenu plusieurs choses, notamment une prime exceptionnelle de 95 € par jour travaillé pendant les JO. C'était plafonné à 1900 €. Ça, c'était le 22 mai. Un mois auparavant, 22 avril. Alors, ça avait pas mal réagi, notamment au niveau des politiques. Possibilité de prendre sa retraite 1 an et demi plus tôt, payée à 75% pour les cheminots exerçant des métiers pénibles. On pourrait rajouter les rémunérations par rapport à l'inflation avec la crise inflationniste qui a été, on va dire, compensée par l'entreprise. Tous les salariés du privé ne peuvent pas en dire autant. Et on revient un peu à ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a une exagération? Vous voyez, je mets les pieds dans le plat sur les revendications. Alors, tous les salariés du privé ne peuvent pas en dire autant, mais beaucoup de salariés de grandes entreprises peuvent peut-être en dire autant. On a un vrai enjeu sur la différence, et d'ailleurs, dans le débat public, elle ressort énormément, y compris sur le plan économique, entre les salariés de petites entreprises et entre les petites de PME et les PME et les salariés des grandes entreprises. Les départs anticipés, on va dire pré-retraite, ça n'est pas seulement l'apanage de la SNCF, c'est quand même l'apanage d'un certain nombre de grandes entreprises qui, elles aussi, ont cet outil parce qu'elles ont les moyens pour gérer, y compris leurs sureffectifs. Mais au-delà de la question de l'inflation, vous parliez du collectif national des chefs de bord là, tout à l'heure, qui revendique 4 à 5 000 membres. Voilà, si c'est une, je mets des guillemets, petite catégorie en nombre par rapport à l'ensemble des salariés de la SNCF qui mènent un tel mouvement, on peut avoir ce sentiment de surenchère salariale. J'ouvre le débat. On peut avoir ce sentiment, c'est effectivement la recherche d'avantages salariaux supplémentaires pour une catégorie de personnel. Après, la grève, c'est une décision individuelle. Bien sûr. Jusqu'à présent, c'est pas une décision collective. On n'impose pas à quelqu'un de faire grève. Donc, ce qui est aussi très intéressant comme capteur, c'est le taux de suivi des grèves. Et pour l'instant, sur cette grève-là, il est important dans une catégorie. Il n'est pas totalement... c'est pas la totalité de la catégorie qui fait grève. Donc c'est un capteur aussi sur l'ampleur de la revendication, sachant qu'on a 2,2% d'augmentation salariale qui a été négociée par les syndicats qui, eux, sont représentatifs dans l'ensemble de l'entreprise. Et effectivement, c'est un plus qui est revendiqué par une catégorie. Alors on verra, et on verra quelle est l'ampleur des difficultés le week-end prochain. Peut-être qu'elles seront moindres que certains ont bien voulu le dire en agitant le chiffon rouge. Mais je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce qu'il y a une forme, Olivier Henno, de surenchère, c'est-à-dire des syndicats qui suivent un peu une catégorie, là, ce collectif de chefs de bord, et qui se sentent obligés de finalement pousser les feux un peu plus loin? À mon avis, il y a une double dimension abusive. C'est la raison pour laquelle on est à la recherche de cette régulation. C'est que le moment de la grève est choisi dans un moment d'extrême intensité des transports. Et donc, forcément, ça pose quand même une question. Et deuxièmement, c'est la logique de la minorité agissante. Puisqu'on vient de le dire, finalement, c'est un segment extrêmement étroit, des personnes qui sont en situation. Et donc, il y a un moment donné, ce double abus, cette double situation abusive nous fait questionner la question même de la régulation, je le répète, de ce droit de grève, qu'évidemment, on aborde un peu les mains tremblantes, parce qu'il s'agit pas, quand on est démocrate chrétien, de remettre en cause le droit de grève. Mais on va le détailler. Mais en tous les cas, on sent une pression aussi des gens. Nous, vous voyez, quand on est politique, on a des convictions, mais on est aussi le relais des aspirations du peuple, des service gens. Garantie, limitation du droit. On sent qu'il y a une aspiration on en parle dans un instant. Par rapport à tout ça. On en parle dans un instant. Vous voulez intervenir, je vous donne la parole. Oui, parce que ce qui est comme une dimension importante de chaque conflit, au fond, de la SNCF, c'est ça vient rappeler à quel point aussi c'est une entreprise à fort, je dirais,
charge émotionnelle. Oui, affective. Affective. La SNCF accompagne la vie sociale et politique depuis des années. Et la vie quotidienne des Français, accessoirement. Et donc, quotidienne. Chaque mutation de la SNCF permet de cranter des évolutions de notre société. Ça a été les congés payés, ça a été les TGV, RTT, Société des loisirs dans les années 2000. Donc on voit bien aussi à quel point les syndicats le savent, les partenaires sociaux de cette entreprise le savent, ils savent aussi à quel point la charge affective est forte. Et donc, il y a une capacité aussi de créer, de continuer à entretenir une relation passionnelle entre les Français et la SNCF. C'est les usagers devenus clients, d'ailleurs, les évolutions sont telles. Mais tout le monde râle, mais tout le monde continue à se jeter et précipiter sur les trains pour travailler, pour vivre et pour aussi aller en vacances. Oui, Jean-Marie Pernaut, votre analyse sur, ou pas d'ailleurs, cette hypothèse de surenchère syndicale poussée par un collectif finalement d'une profession, les chefs de bord. Alors oui, il se recommande de 4 à 5 000 membres sur les 8 000 chefs de bord, donc c'est pas tout à fait rien. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils se réveillent, puisqu'ils avaient déjà conduit un mouvement autour des fêtes de Noël, je crois, il y a 2 ans, me semble-t-il. Il y a peut-être un problème avec cette catégorie, parce que je ne sais pas si on se rend compte, le surcroît de fréquentation de la SNCF, ça correspond tout à fait à la période de boom sur la fréquentation. La SNCF a vu son chiffre d'affaires augmenter, la fréquentation des trains. Et quand on est chef de bord, on a la responsabilité d'un train qui compte plusieurs milliers de personnes. Et je crois qu'on sous-estime ce que représente la charge mentale de métiers comme ceux-là. Et que les gens soient relativement... Les salaires sont faibles à la SNCF. Les salaires sont faibles. Historiquement, la contrepartie du salaire faible, c'était la retraite précoce. Depuis qu'on n'a plus ça, c'est les primes. C'est-à-dire que c'est un secteur où on gère à coup de primes. Alors, c'est pour ça que même l'augmentation de 2,2 des salaires, ils considèrent que dans leur revenu global, c'est qu'une petite augmentation. S'ils n'augmentent pas les primes à due proportion, ils ont le sentiment de ne pas suivre l'inflation. Donc, il y a aussi ces facteurs-là qui traînent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer... Pardon de vous interrompre. Pour bien comprendre ce qui se passe, puisqu'il y a quand même des discussions. Alors, est-ce que ce sont des négociations ou des discussions? Bon, je ne vais pas rentrer dans la sémantique, mais est-ce que ce collectif des chefs de bord, ils sont à la table des discussions avec les patrons de la SNCF? Non. Non, puisqu'il faut passer par les organisations représentatives. Ben oui. Alors, et c'est vrai que le rapport est un petit peu tendu avec les syndicats. Enfin, pour eux, les syndicats sont des prestataires de services. Ils leur permettent d'appeler à la grève, puisqu'il n'y a que le syndicat qui peut appeler à la grève, et surtout accéder à la négociation. Et d'ailleurs, ce collectif a eu des difficultés la dernière fois, parce qu'à un moment donné, pour faire monter un conflit, une boucle WhatsApp ou Telegram, ça marche. On fait passer les consignes. Après, quand la direction fait des propositions et qu'il faut discuter, parce que tous les conflits débouchent sur des compromis. Là, on a besoin des syndicats. Refuser. Et là, c'est difficile, parce que sur une boucle WhatsApp, on ne peut pas faire une discussion. Et là, effectivement, les syndicats qui sont un peu embêtés, c'est pas la première fois à la SNCF. Il y avait eu une coordination dans les années 80 aussi, donc ils sont souvent bousculés, les syndicats, parce que eux, ils essaient de tenir une cohérence globale et elle peut subir les coups de boutoir de telle ou telle catégorie. C'est un exercice assez subtil, on va voir. Ils étaient complètement hors du jeu il y a 2 ans. Là, ils ont effectivement préféré accompagner le mouvement, probablement pour le border aussi, et donc pour essayer de garder un caractère collectif. On a vu là sur vos images l'Assemblée générale où les syndicats expliquent pourquoi ce mouvement. Bon, est-ce qu'ils ont l'assentiment de tout le monde? Ça, c'est une autre affaire. On n'en sait rien du tout. On le verra aux élections professionnelles, qui sont toujours le juge de paix. Mais pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça va. On ouvre dans 2 minutes vraiment un chapitre complet consacré à ce service garanti. Est-ce qu'il faut ou non encadrer, limiter, je ne sais pas quel verbe employer, le droit de grève dans les transports publics? Vous vouliez dire un dernier mot? Oui, par rapport au collectif, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est vrai que ça a existé dans le monde de l'agriculture, dans le monde aussi la SNCF depuis quelques années, mais singulièrement depuis les Gilets jaunes, il y a eu une autre attitude qui a consisté en fait à décliner cette contestation non organisée et venant en fait contester les institutions officielles dans les syndicats dans plusieurs secteurs. Les collectifs ont eu lieu, on les a vus également émerger dans le monde hospitalier.
et qui sont venus concurrencer aussi les syndicats. Donc là, ce à quoi on assiste, c'est effectivement une concurrence interne très importante et qui permet de mesurer la puissance réelle des syndicats classiques, on va dire institutionnels, au sein de l'entreprise. Alors, je vais vous faire un aveu. Quand on s'est posé la question au sein de l'équipe de Sens Public de faire un débat sur le droit de grève, le service garanti, le service minimum, je dis le service minimum, mais ça existe depuis Nicolas Sarkozy 2007. Tiens, d'ailleurs, il l'avait promulgué très peu de temps après son arrivée. Et un an plus tard, juillet 2008, il se vante auprès du Conseil national de l'UMP, le président de la République de l'époque. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Je crois que c'est l'une des archives qu'on revoit le plus souvent, avec le plus ravissement. Voilà. Pourquoi cette loi sur le service minimum, Leïla de Comarmont, elle porte assez mal son nom, en fait? En fait, c'est un service garanti, ça n'est pas un service minimum. L'idée, c'est de réallouer les moyens pour les mettre au moment où on en a le plus besoin, quitte pour ça, mais je crois que ça existait déjà avant, quitte à mobiliser des gens qui feront des métiers qu'ils ne font pas d'ordinaire. C'est ce qui va se passer ce week-end, d'ailleurs. Voilà. D'accord. Et donc, ça a quand même changé les choses, mais ça n'a pas révolutionné. Et quand il y a une grève, on s'en aperçoit. Ce qui a plus révolutionné pour moi, et je sors de votre deuxième séquence, c'est la possibilité de télétravailler. C'est cette possibilité, en fait, d'éviter les conséquences de la grève qui fait que... alors, évidemment, tout le monde n'a pas cette possibilité. Oui, parmi les salariés français, tout le monde ne peut pas télétravailler. Mais tout de même, cette possibilité de télétravailler réduit l'incidence des mouvements de grève. Ça n'est pas dans la loi. Donc, ce service garanti n'est effectivement pas un service minimum au sens propre. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait une nouvelle loi pour porte très bien son nom, on l'espère, pour un service minimum ou un service garanti? On va en parler tout de suite avec Yann Effelé, qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public, parce que Yann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Il y a un certain nombre de textes en attente d'examen. Et le dernier en date est celui d'un certain sénateur Philippe Tabarot. C'est aujourd'hui notre ministre des Transports. Il était le rapporteur d'une proposition de loi avant d'entrer au gouvernement et il faisait ce constat. Depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans un jour de grève à la SNCF. Triste record qui démontre que l'aspiration au transport est inversement proportionnelle au pouvoir de nuisance exercé sur eux, devenu un terrain de jeu privilégié pour certains syndicats. Triste record également quand on sait qu'un jour de grève coûte à la SNCF et donc aux contribuables entre 10 et 20 millions d'euros. Alors sa proposition de loi, elle prévoit de sanctuariser certaines dates du calendrier, certains jours où le droit de grève serait suspendu avec des conditions au maximum 30 jours sur l'année et pour des périodes continues de 7 jours au plus et seulement pour les personnels indispensables au fonctionnement du service de transport, seulement eux seraient concernés. Il pourrait s'agir dans le détail de jours fériés, par exemple le pont qu'on vit actuellement, de périodes de grands départs en vacances et là on pense évidemment au pic de déplacement de Noël, aux élections, moment important, et puis d'événements majeurs de type Jeux Olympiques. Alors, est-ce tout simplement possible en France, constitutionnel? Oui, vous avez raison, le droit de grève a une valeur constitutionnelle dans notre pays, mais il n'est pas absolu. Les lois peuvent l'encadrer. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se positionner sur la question. C'était en 1979. Les sages ont reconnu que le droit de grève a des limites. C'est au législateur d'en décider. Il faut seulement que le législateur concilie la défense des intérêts professionnels, c'est-à-dire la grève, avec la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. Et ce modèle, il existe déjà ailleurs en Europe. C'est en fait une copie du système italien, cette proposition de loi. Le calendrier des périodes sans grève est connu à l'avance et les syndicats doivent le respecter. Bon, alors cette proposition de loi dont vous nous parliez, elle en est où? Eh bien, elle erre actuellement dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée par le Sénat en première lecture, mais n'est pas à l'ordre du jour des députés. Et puis le ministre Tabarot, il semble prendre ses distances un peu avec le sénateur Tabarot, puisqu'au gouvernement,
il ne portera pas dans l'immédiat son propre texte. Cette proposition, elle rejoint donc une autre proposition de loi de 2019, celle d'un certain Bruno Retailleau, lui aussi maintenant au gouvernement. C'était 2019, les grosses grèves de l'hiver qui avaient duré 2 mois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait fallu prendre le vélo à Paris. Eh bien là, l'idée était d'assurer un service garanti, au minimum 1/3 du nombre de voyages d'un service normal, avec la possibilité de réquisitionner des agents pour ce service garanti. Ce texte aussi, il patiente au Palais Bourbon. Oui, merci beaucoup Yann. En attendant ces textes, je vous propose de rester en place quelques secondes parce que je vous propose d'écouter la réaction de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle plaide, elle aussi, pour un service garanti. Écoutez. Depuis des années, moi je plaide pour qu'il y ait un service garanti aux heures de pointe. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une entreprise, une belle entreprise de service public, peut bloquer les Franciliens, peut leur pourrir la vie en leur bloquant leur transport. C'est quelque chose qui, moi, me fait mal. Voilà. Et donc, je plaide pour une loi sur un service garanti aux heures de pointe pour permettre aux Franciliens et aux Français d'aller travailler. Olivier Henno, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, vous n'employez pas le terme d'encadrement. Pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette loi? Alors moi, j'avais travaillé avec Philippe Tabarot et Hervé Marseille sur cette loi qui a été votée au Sénat. Elle établissait la notion de période sensible. Et on y est, hein, là, 8 mai, pont de 8 mai, on est dans une période sensible. Et on travaillait sur 30 jours, hein, pendant lesquels il y avait cette période sensible, 30 jours dans l'année, et où le droit de grève, parce que la notion d'encadrement vient heurter le droit constitutionnel, était en quelque sorte régulé, suspendu et limité. Limité, si on emploie ce terme-là, oui, mais c'est pour ça que je l'emploie. On a des raisons. On ne va pas basculer dans l'autosatisfaction comme tout à l'heure, c'est dangereux. Mais il y a la question évidemment ensuite du juge, hein, de l'interprétation du juge. Et la notion de suspension, la notion de régulation, au fond, c'est parce qu'on veut, par rapport à ces périodes sensibles, rétablir un rapport de force, surtout quand il s'agit de coordination et plus de syndicats et moins de paritarisme et donc de moins de dialogue social, parce qu'on voit quand même aussi que quelquefois les syndicats courent après ces coordinations. Eh bien, on essaye de, sans être marxiste soi-même, rétablir un rapport de force entre l'usager, entre celui qui travaille à la SNCF, pour faire en sorte que on est à la recherche d'une forme d'équilibre, hein, sans faire des coups de menton, mais pour que le train reste compétitif par rapport à la voiture. Il y a un phénomène train, et ça a été dit, hein, et donc il faut qu'on adapte cette réalité nouvelle. Pour bien comprendre, quand vous dites on n'emploie pas le terme limité, parce que ça ne passerait pas les fourches codines du Conseil constitutionnel, c'est ça? Quand vous dites le juge, c'est le juge constitutionnel. Il y a des pays, d'ailleurs, le juge, il a toujours une vigilance par rapport au respect du texte fondamental. Et donc, effectivement, nous, on ne veut pas non plus, à un moment donné, parce que quand on prend une décision, on la prend pour le moment précis, mais on la prend aussi pour l'avenir. Il pourrait y avoir demain des pouvoirs qui remettraient en cause le droit de grève. Et donc, il faut qu'on soit vigilant, qu'on se place dans le temps long. On a les aspirations populaires, mais on a aussi l'aspiration du temps long, de conviction. On est attaché au droit de grève. Moi, je veux pas qu'à un moment donné, on dise « je remets en cause le droit de grève ». Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de faire en sorte d'être à la recherche d'un équilibre. Et cette idée de suspension pendant des périodes extrêmement sensibles et extrêmement intenses est une question sur laquelle on travaille. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marie Pernaut? Est-ce que c'est pour vous je emploie volontairement le terme limité, le verbe limité, une limitation du droit de grève? Oui, bien sûr, c'est une limitation. On pourra l'entourer de toutes les précautions qu'on veut, même de sagesse, comme le fait le sénateur. Ce sera toujours une limitation. Après, le Conseil constitutionnel peut estimer qu'on a le droit d'accepter, au fond, une certaine limitation sans remettre en cause l'ensemble des droits. Mais moi, je voudrais remonter un petit peu en amont de la question. C'est pourquoi il y a des grèves d'une manière générale. Et je pense que là, on en est à un traitement curatif. Ça remonte à quand? Ah mais le droit de grève a été, c'est ça aussi une des spécificités françaises, c'est que le droit de grève est antérieur au droit syndical. C'est-à-dire que l'histoire du droit de grève n'est pas l'histoire du syndicalisme, c'est l'histoire du travail. Depuis qu'il y a travail, il y a arrêt de travail. On a retrouvé des traces. La première grève sur la pyramide de Khéops, en hiéroglyphe, il a expliqué que les esclaves ont arrêté de travailler. Bon.
des raisons. Donc on imagine sans peine, et même l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 rappelle qu'il est interdit d'arrêter de travailler, etc. Donc c'est une vieille histoire, mais c'est l'histoire du travail. Et en France, la légalisation de la grève, c'est 1864, un décret d'Empire, calé sur l'exemple britannique, et la reconnaissance des syndicats, qui sont aujourd'hui les acteurs naturels de la grève, pas toujours, il peut y avoir des coordinations ou autres, mais la légalisation est 20 ans plus tard, en 1884. Et donc vous disiez curatif préventif. Qu'est-ce que vous dites nous expliquer? La grève, c'est un révélateur. Oui. C'est un révélateur que quelque chose ne va pas. Alors il y a deux façons de réagir à ça, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, moi je borde, etc. L'autre réaction, c'est qu'est-ce qu'il y a à voir et comment on peut régler les problèmes. Et je pense que c'est un des problèmes dans lesquels on est aujourd'hui. C'est qu'avant, on pouvait avoir une grève, enfin avant, évidemment, il ne faut pas tomber dans avant, c'était mieux, mais il fut un temps où la grève, elle pouvait avoir lieu le 7 septembre à la SNCF, c'est-à-dire dénuée de tout enjeu de transport, et où la présidente, je me souviens de Louis Gallois d'ailleurs, disant « Ah ben il y a une grève le 7, pourquoi je ne ferai pas pour préparer la négociation qui devait avoir lieu le 10 ou le 15 ?» Mais il disait « Oui, moi je veux voir un peu si les revendications des syndicats sont réellement portées par le personnel. » Mais il y avait une grève le 7 septembre, ça permettait de négocier. Aujourd'hui, une grève le 7 septembre, tout le monde s'en fout. Et c'est partout pareil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des manifestations, c'est pareil, il peut y avoir des millions de gens dans la rue, on a l'impression que c'est pas un problème, ça finit par se payer électoralement. Mais... Oui. Et aujourd'hui, une grève à la SNCF le 7 septembre, il se passe rigoureusement rien. Et progressivement, les syndicats, pour qu'il se passe quelque chose, ils ont rapproché les grèves des moments où ça fait mal. Parce que si donc ça fait pas mal... Vous dites que ça renvoie la balle dans le camp à la fois du patronat SNCF, mais peut-être aussi du gouvernement, parce que c'est-à-dire, moi je pense qu'on a affaire quand même à des élites publiques qui considèrent qu'ils ont raison sur tout, que c'est eux qui voient l'avenir, et que tout ce qui s'y oppose ne sont que des freins au progrès. Vous citiez tout à l'heure l'accord sur les fins de carrière. Ouais. Farandou, président de la SNCF, qui avait, en prenant les commandes, dit qu'il voulait restaurer un peu le dialogue social. Il a passé cet accord parce qu'il avait en vue à la fois le déséquilibre provoqué par la réforme des retraites, et puis aussi les Jeux Olympiques qui arrivaient. Il voulait s'acheter un peu de tranquillité pour cette période. Il est passé mais il s'est fait convoquer comme un laquais par Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout à fait la ligne du gouvernement en matière de retraite. Le sentiment que la SNCF n'appliquait pas la réforme. Et d'ailleurs, combien ça vous coûte, etc. Bon, Farandou a été obligé de se justifier pour montrer que, à partir du moment où on passe par un compromis avec les syndicats, c'est qu'on n'en a pas. C'est qu'on n'est pas, pas capable de diriger. Non, mais la mentalité aujourd'hui, c'est ça. Une culture de management un peu viriliste, c'est ce que vous nous décrivez. D'accord. Exactement. Et comment vous passez par un compromis avec les syndicats, c'est que vous êtes incapable de diriger. Et ça, je pense que c'est vraiment une mentalité qui change par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans dans la façon de manager les entreprises. Et évidemment, quand ça s'applique à un contexte aussi compliqué que la SNCF, ça peut provoquer des Je vous donne la parole dans une minute pour savoir si oui ou non il y a plus de conflits aujourd'hui dans les transports publics qu'avant. Donc vous pouvez déjà réfléchir à la réponse, mais je veux bien vous entendre quand même. Olivier Hénault, sur cette forme, allez, je vais mettre mes mots à moi, d'arrogance des élites gouvernementales ou patronales face à la réalité d'une entreprise comme la SNCF. Je pense que l'arrogance est l'ennemi du dialogue social. Moi, je crois d'ailleurs que la virilité, c'est pas dans le management qu'il faut la mettre. Et je pense qu'un peu partout, pas seulement à la SNCF. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le résultat des écoles de management, mais le management viriliste, à mon avis, c'est un mal des temps modernes. Pardon de vous titiller un peu, mais est-ce que la proposition de loi que vous faites, elle n'est pas dans cette logique-là, d'une certaine façon, de dire, vous allez voir, nous on est plus fort que les syndicats, on va vous imposer des périodes dans l'année où vous ne pouvez pas faire grève. Si c'est ça, c'est mal compris. Ça n'est pas du tout ça. Non, nous, on essaye de trouver un moyen de répondre à des Français qui sont exaspérés. On le voit bien dans les sondages. Vous le ressentez, ça. On le ressent, ça. Vous aussi, sur le terrain. Mais
là où je suis totalement d'accord, j'ai aussi parfaitement conscience que le management viriliste est l'ennemi du dialogue social. Et que si on veut aboutir à un management refondé, un dialogue social refondé, il faut bien évidemment que chacun fasse des efforts. Il ne s'agit pas de taper sur la tête des syndicats et des contrôleurs. Ce serait ridicule. Et je pense que peut-être que la vérité, c'est aussi de réapproprier, de réapprofondir la question d'un management qui repose plus sur la confiance. C'est ça aussi le modèle rhénan. Hein. Le modèle rhénan, c'est les syndicats qui sont considérés, le patronat qui prête considération, la transparence, l'estime réciproque, tout ça aussi très important. On parle de la figure du ministre tout ça, hein. Dans une minute, Michael, mais la réponse à la question que je vous posais, est-ce qu'on fait plus grève dans les transports publics aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans? Alors, je n'ai pas de statistiques à vous donner pour une raison simple, c'est que il faut pas confondre les mouvements généraux et puis les grèves aussi qui sont des grèves spontanées liées à des irritants dans tel service ou tel autre. Et je pense que les gens qui utilisent le Transilien ou des TER peuvent vivre ça. Ça ne correspond pas à ce que nous, on voit quand on se prend de la hauteur. C'est-à-dire, et puis, c'est le Gorafi qui fait un tweet qui est assez rigolo et qui dit... le Gorafi, c'est un site parodique, hein, je le rappelle. Voilà, c'est ça. Et qui parle de un train sur 3 qui arrive à l'heure. Enfin, on a un sujet là-dessus. Et d'ailleurs, que s'approprient aussi les cheminots et les cheminotes, parce que ils n'ont pas forcément envie d'un service public dégradé. Et donc, on a ce sujet-là, des irritants sur les transports publics qui débordent les grèves. Cela dit, je pense que y a un élément de la grève qu'il faut aussi prendre en compte qui est très important. Une question d'organisation du travail, c'est ça ? Oui. On parle beaucoup aujourd'hui de contenu du travail, d'organisation du travail. Alors, il y a des enjeux de planning. Par exemple, un des irritants aujourd'hui sur cette grève pour les contrôleurs, c'est un logiciel qui s'appelle Score. Et qui modifie la façon dont on va faire les remplacements de planning en urgence. Et qui a des couacs. Super, mais est-ce qu'il faut une grève pour régler ça? Pardon, non, mais ça s'ajoute au reste. Mais encore une fois, et encore une fois, je mets les syndicats et le patronat dans le parcours. Vu d'ici, vu de mon fauteuil de client, je me dis, est-ce qu'il faut une grève pour régler ça? Ça s'ajoute, en fait, ça s'ajoute. Et quand on parle de collectif, on parle de choses qui ne sont pas structurées, il n'y a pas d'instance de décision. Et du coup, tout ça se mélange et produit des résultats tels qu'on les voit. Le temps file trop vite dans ce débat, mais ça prouve qu'il est passionnant. On va s'intéresser donc à la figure de Philippe Tabarot, ce ministre des Transports, qui tient par exemple dans le collimateur de la CGT depuis plusieurs semaines. On écoute Sophie Binet. J'appelle la direction à ouvrir des négociations de toute urgence parce que c'est sûr qu'avec ce type de propos, c'est le meilleur moyen que la grève ait lieu et de façon très forte. Donc il faut absolument que le patronat revienne à la table des négociations, ouvre des négociations immédiates avec les cheminotes et les cheminots pour que la grève n'ait pas lieu parce que les revendications auront été satisfaites avant. C'est l'objectif de la CGT. Bon, une grève de la SNCF, Michael, c'est vraiment l'objectif, l'épreuve par excellence d'un ministre des Transports. Quels outils possède Philippe Tabarot pour gérer ce conflit ? En fait, il en a très peu parce qu'on l'a compris, la sortie d'un conflit se gère jour après jour en fonction de l'ampleur qu'il prend. Pour l'instant, en fait, pour lui, c'est quand même un petit peu le meilleur moment de cette grève qui fait que démarrer parce qu'il est sollicité en permanence et le ministre Philippe Tabarot aussi assiste en fait surtout à la fin d'une forme d'invisibilité médiatique et il doit peut-être effectivement maintenant répondre à toutes les sollicitations et qu'on se le dise, il y a donc bien un ministre des Transports, il s'appelle Philippe Tabarot. Et il doit faire face d'ailleurs à 2 défis. Il doit se forger une notoriété, bon ça, les événements vont peut-être s'en charger, et un prénom.
car le nom Tabarot dans la vie publique, on le sait, est préempté depuis des années par Michel, sa sœur, élu UMP et LR des Alpes-Maritimes et chef de la majorité municipale au Canet. Donc en fait, c'est à son tour maintenant de se faire ce prénom. Il a été nommé dans le gouvernement Bayrou, divine surprise pour lui, le 23 décembre 2024, spécialiste des questions de transport à la région Sud, où il est un élu LR, et le voilà, un ministre qui, on l'a entendu, a démarré sur le chapeau de roue en continuant à défendre un texte sur le secteur ferroviaire pour encadrer, limiter, comme on voudra, le droit de grève dans les chemins de fer. Ce projet est justifié par un mantra qui, en fait, se trouve certainement dans une pochette plastifiée collée sur le bureau du ministre du Transport, quelle que soit sa couleur politique, et qui dit « Nous disons oui, bien sûr, au droit de grève, mais non au blocage absolu de tout un pays. » C'est ce qu'avait déclaré. Tous les ministres des Transports l'ont Ils ont tous dit déclaré. Ça, il faut le vérifier. C'est le mantra du dépassement, on va dire. Et aujourd'hui, Philippe Tabarot est sous les projecteurs. Il a une vie discrète jusqu'à présent, parce qu'il était plutôt à côté de son mandat de sénateur des Alpes-Maritimes. Il était chargé de mission au sein d'un groupement d'intérêt public au Canet, donc dans le fief familial des Tabarot. D'ailleurs, cette fonction lui vaut aujourd'hui une instruction en cours de la part du parquet national financier. Donc on le comprend. Cette grève va lui permettre aussi de pouvoir parler d'autre chose. Et puis alors, on l'a évoqué longuement dans notre débat, ce ministre hérite de cette, je vais employer le terme tradition française, une démocratie sociale où on a du mal avec ce droit de grève. Alors tout à l'heure, on a fait le coup d'œil dans le rétroviseur et on a revu avec plaisir cette archive de Nicolas Sarkozy en 2008, qui disait donc effectivement ce qu'il avait dit sur les grèves dont on ne voit plus l'apparence. C'était en 2008 devant l'UMP. 10 ans plus tard, c'est encore un élu des Hauts-de-Seine, jeune député des Hauts-de-Seine, qui s'appelle Gabriel Attal, qui lui, au moment où il y a ce profil, la première grève du quinquennat Macron en 2018, pour le passage à la concurrence, un moment extrêmement programmé, connu de tous, voilà qu'il y a la première grève la nouvelle présidence Macron qui arrive, et lui, il va donc devant la presse, et là, c'est pratiquement un copier-coller aussi des gouvernants de cet ancien monde qu'il était de bon ton de pointer à cette époque-là en disant la France doit sortir de sa gréviculture, de cette culture de la grève. Et on découvrait d'ailleurs à ce moment-là ce jeune député fringant et amateur de formules choc. C'était donc à l'occasion de cette première grève de la SNCF du quinquennat Macron. Il y a eu des concessions, mais le projet est quand même passé. La grande question du gouvernement Philippe a été posée ensuite, y aura-t-il des trains à Noël ? Voilà. Ça aussi, c'est une question récurrente. Collée sur le bureau également. Les ministres passent, le dialogue social en mode bataille du rail continue, ça, on l'a compris. Et la question aujourd'hui posée donc, au ministre Tabarot, c'est y aura-t-il des trains pour les week-ends de mai ? Finalement, en sortant de ce débat, Olivier Henno, je me dis que c'est un marqueur de droite. L'encadrement du droit de grève, tout simplement. En tout cas, c'est pas un marqueur de gauche, déjà, on a entendu tout. Non, mais vous êtes dans la tradition d'un certain nombre de ministres, dans la tradition, ou sénateurs qui vous ont précédé. Moi, je suis du groupe Union Centriste, donc on est aussi attaché à ce dialogue social. Mais c'est vrai que, au fond, se pose aussi la question du management. Il n'y a pas de dialogue social abouti s'il n'y a pas... moi, j'ai beaucoup étudié le modèle rhénan, le modèle allemand. C'est pour ça que j'en parlais au début de mais pardon, je vais vous interrompre. Mais il y a une différence entre la France et l'Allemagne. Bien sûr. Où on a une difficulté à aborder. On l'a entendu tout à l'heure, la loi, elle est dans les limbes de la navette parlementaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Votre proposition de loi ? Alors ça, c'est à l'Assemblée nationale et aux ministres de répondre. Mais je pense que... le ministre Tabarot a oublié un peu la proposition de loi du sénateur Tabarot. Parce qu'il doit avoir un souci, mais je ne vais pas parler en son nom, j'aime pas ça. Mais en même temps, quelquefois, vous savez, vous appliquez des remèdes qui sont pires que la maladie. Et donc, il ne faudrait pas que, se heurtant à la question du droit de grève, on finisse par faire sortir les syndicats et d'avoir encore, une boursouflure plus importante encore. Donc, je pense que tout ça, on l'aborde toujours les mains tremblantes. Moi, je ne suis jamais pour la question viriliste, comme on le disait tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'en responsabilité, on aborde cette question de régulation. Et peut-être qu'on en revienne à la grève du 7 décembre, quand on le disait tout à l'heure. Du 7 septembre. Du 7 septembre. Enfin, je ne sais plus quelle était la date où Louis Gallois testait. Mais c'était encore une fois, c'était pas mieux avant.
Mais il faut qu'on en revienne à un dialogue social plus abouti. Allez, il nous reste une minute à vous. Le dernier mot, Jean-Marie Pernaut. On a beaucoup parlé de l'Allemagne, mais le système allemand, il est très différent du nôtre, notamment sur le droit de grève. Si vous voulez, ce qui rend difficile les comparaisons internationales, c'est que le statut de la grève est extrêmement différent d'un pays à l'autre. Ça dépend du système de négociation collective. En Allemagne, par exemple, on n'a pas le droit de faire une grève d'entreprise, parce que la négociation se fait au niveau de la branche et que les règles qui encadrent les lois, les textes qui encadrent la grève, c'est au niveau des branches. On a le droit de faire grève que 6 mois avant le renouvellement du contrat collectif, uniquement sur les termes qui sont contenus dans ce contrat collectif. On ne peut pas faire grève contre une mesure gouvernementale, tout ça est interdit. Donc, si vous voulez, on est dans un autre monde. C'est pour ça que les comparaisons, la France, terre de la grève, etc., tout ça est ridicule. Est-ce qu'ils obtiennent moins qu'en France en termes de revalorisation salariale, Pas nécessairement, c'est un autre système. Donc, mais ça n'empêche pas de temps en temps qu'il y ait des tensions, notamment dans les chemins de fer. Paradoxalement, c'est un des secteurs où il y a eu des grèves de conducteurs contre le syndicat officiel de la branche, parce qu'il y a des secteurs professionnels à très forte identité professionnels et qui s'estiment insuffisamment pris en charge par les syndicats. Vous savez, c'est toujours compliqué à l'intérieur des grands mouvements, c'est les articulations entre les différents métiers, les différentes professions. Il y a des logiques de l'honneur aussi entre différents groupes de travailleurs, et la tâche des syndicats qui est de fournir un mouvement commun est une tâche assez compliquée. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On vous lit évidemment Léla de Commarmont dans Les Échos, et Jean-Marie Pernaut, votre livre Le syndicalisme d'après est publié aux éditions du Retour. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.